Une grande partie de ce que nous avons compris sur la physique de la nature de la réalité avant les années 1900 a été classée sur le concept de physique newtonienne, ou ce qu'on appelle la physique classique. Considérez la physique classique ou la physique newtonienne comme étant la physique du prévisible. Et quand Newton a eu sa révélation lorsque la pomme est tombée de l'arbre, cette révélation lui a dit essentiellement que les choses bougeaient de manière fluide et continue. Quand la pomme tombe de l'arbre, dans la mesure où je sais à quelle distance elle se trouve, je peux déterminer combien de temps elle va mettre pour atterrir. Et grâce à la physique newtonienne, on peut tirer une fusée sur la Lune avec précision. Vous pouvez savoir le temps exact qu'il vous faudra pour voyager de Los Angeles à Londres. On peut déterminer la trajectoire des planètes tournant autour du Soleil. Et grâce à la physique newtonienne, nous avons suffisamment de compréhension pour pouvoir naviguer dans notre monde tridimensionnel. Considérez donc la physique newtonienne comme la physique du prévisible ou la physique du très grand. Maintenant, au tournant du 19e siècle, Albert Einstein et Max Planck ont commencé à étudier le monde subatomique. Et ce qui les intéressait était, tout comme dans le cas de la pomme tombant de l'arbre, ils voulaient commencer à déranger les électrons qui existaient autour du noyau de l'atome. Et nous avons tous vu ce modèle classique de l'atome, où vous avez l'atome se présentant comme le Soleil, et vous avez tous ces électrons qui tournent autour de lui. Et c'était le modèle qui existait jusque-là. Eh bien, quand ils ont commencé à perturber cet électron et y ont ajouté de l'énergie, ils s'attendaient à ce que l'électron se déplace vers le centre de gravité, vers le noyau de l'atome, tout comme une pomme tombant de l'arbre, qu'il tomberait de façon très fluide et très continue, très prévisible. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que le monde subatomique et ses électrons se comportent très différemment du très grand monde de pommes tombant des arbres. L'électron gagnerait de l'énergie et perdrait de l'énergie. Ensuite, il regagnerait de l'énergie et perdrait de l'énergie à nouveau. Et au lieu de tomber de l'arbre d'une manière fluide et continue, comme rouler sur une colline, ça ressemblerait plus à une balle tombant par terre, gagnant de l'énergie, perdant de l'énergie. Et ils ont réalisé que le monde subatomique ne se comportait plus comme le grand monde. Alors ils ont commencé à essayer de mesurer l'électron, et ce qu'ils ont découvert, c'est que ce modèle de physique classique, où on disait que le noyau de l'atome est comme le Soleil avec des planètes tournant autour, n'est pas vraiment la vérité. La réalité des choses, c'est qu'il y a un noyau, et puis il y a un nuage d'énergie appelé les vagues. Et dans ce nuage d'énergie, l'électron pourrait exister n'importe où. Maintenant, permettez-moi de vous donner un exemple. Si vous faisiez exploser le noyau de l'atome à la taille d'un Volkswagen Bug, l'électron aurait la taille d'un petit pois. Et le lieu où cet électron pourrait exister aurait la taille de l'État de l'Utah, ou 2 fois la taille du pays de Cuba. Alors il y a beaucoup de possibilités d'emplacement où cet électron pourrait se trouver. Lorsque le champ de probabilité existe, l'électron existe comme possibilité ou potentiel. Quand ils ont alors commencé à mesurer l'électron, quand ils ont commencé à le chercher, soudainement cette énergie s'est effondrée en une particule appelée effondrement de la fonction d'onde ou d'un événement quantique. L'esprit subjectif a pour la première fois eu un effet sur le monde objectif. Et l'effet observateur est né. Voici maintenant la partie cool. Dès l'instant où ils ont retiré leur attention de l'électron et l'ont ôté de leur conscience, cet électron, cette particule est redevenue de l'énergie et des possibilités. Vous pourriez dire, eh bien oui, l'effet observateur, l'esprit et la matière sont intimement liés à un niveau subatomique, mais est-ce que ça affecte vraiment notre vie dans des événements à grande échelle ? L'effet observateur ne fonctionnerait pas que pour les petits et non pas pour les grands ? Eh bien, nous ne sommes peut-être que de pauvres observateurs, et peut-être que nous pourrons apprendre à affiner notre compétence d'observation. Donc, avant d'aller plus loin, parlons de la définition du champ quantique. Considérez le champ quantique comme un champ d'énergie invisible qui existe au-delà de cet espace et de ce temps. Il n'y a personne là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas d'endroit où aller, il n'y a même pas de temps. C'est un grand champ infini d'énergie et d'information qui n'a rien de physique ou de matériel. Et vous pouvez découvrir le champ quantique avec vos sens.
Les physiciens quantiques tentent depuis près de 100 ans de comprendre ce champ unificateur. Et en fait, ils ont donné le nom de champ unifié au champ quantique. Et ils se sont intéressés à l'étude des mathématiques de l'unification de toutes les forces qui commencent à provoquer l'ordre dans notre monde tridimensionnel. Pensez au Big Bang. Énormément d'ordre fut créé après cette explosion. Si vous observez l'explosion qui a eu lieu dans cette réalité tridimensionnelle, il y a généralement du désordre. Et après le Big Bang, nous avons de l'ordre. Certains champs unificateurs, certaines intelligences ont rassemblé la nature de la réalité. Quelles sont alors les forces qui commencent à unifier tous ces différents éléments pour créer un tel ordre ? Les physiciens quantiques ont proposé toutes les différentes théories pour commencer à comprendre avec les mathématiques comment toute cette énergie fonctionne pour créer un tel ordre. Considérez donc le champ unifié comme un champ d'énergie invisible qui relie et organise tout ce qui est physique. On a parlé de vivre selon les hormones du stress dans les épisodes précédents. Lorsque nous sommes sous le coup du système nerveux de combat ou de fuite, le cerveau et le corps sont réveillés, les produits chimiques du stress intensifient nos sens, et nous devenons des matérialistes percevant le monde dans une réalité tridimensionnelle. Quand nous ressentons les produits chimiques du stress et que nous vivons comme une matière locale dans l'espace et le temps, nous nous sentons séparés de tout ce qui est matériel ou physique. Pensez donc à la réalité tridimensionnelle qui nous donne l'illusion que tout est séparé. Dans le champ unifié, le champ quantique, le champ du point zéro, cette énergie universelle qui gouverne et crée l'ordre dans toute la réalité tridimensionnelle, cette énergie qui n'a rien à voir avec la séparation. On dirait plutôt que cette énergie est une question de connexion, et toutes les choses dans le monde matériel interagissent les unes avec les autres en termes d'énergie. Donc, dans la réalité physique, nous expérimentons avec nos sens. Même si nous pouvons voir nos rêves, nous pouvons les sentir, les entendre, les ressentir, nous pouvons les goûter, ils n'existent pas pour nous. Mais le modèle quantique, la réalité, est une réalité qui existe au-delà de nos sens. Vous ne pouvez en faire l'expérience qu'avec votre conscience. Ainsi, la réalité tridimensionnelle a tout ce qui est matériel, a de la hauteur, de la profondeur et de la largeur. Le champ quantique est fait d'énergie, de fréquences, de vibrations, d'informations, de conscience. C'est le domaine de la pensée. Si la matière essaie de changer la matière, il nous faudra toujours du temps pour manifester la réalité. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un royaume où il y a une quantité infinie d'espace. Et nous vivons le temps en nous déplaçant dans cet espace. Et donc, je suis ici, Joe Dispenza, un point de conscience. Et puis, j'ai mon attention sur un autre point de conscience, disons ma voiture. Donc, si je veux passer d'un point de conscience à un autre point de conscience, je dois déplacer mon corps dans l'espace. Et quand je déplace mon corps dans l'espace, ça prend du temps. Donc, d'après mon expérience du passé et la vitesse à laquelle je marche, je peux déterminer combien de temps il me faudra pour passer d'un point à un autre. Alors, me voici, Joe Dispenza, et puis là-bas sont mes rêves. La plupart des gens commencent alors à essayer de prédire quand leurs rêves vont se réaliser, et ils le font donc en fonction de leur expérience passée du temps linéaire. Leurs rêves sont très loin d'ici, et ils doivent déplacer leur corps dans l'espace, de matière en matière chaque jour pour y arriver. Et bien sûr, encore une fois, ça prend du temps. Donc si la réalité est à la fois une particule et une onde, si c'est à la fois de la matière et de l'énergie et que nous fonctionnons dans ce monde tridimensionnel, toute notre attention est sur tout ce qui est matériel. Et nous avons compris d'après les épisodes précédents que si vous vivez dans un passé familier ou si vous vivez dans un avenir prévisible, vous vivez alors principalement dans le connu. Maintenant, cette partie soft du moment présent généreux s'appelle l'inconnu. Et cet inconnu est l'endroit où toutes les possibilités existent. Démystifions à présent le champ quantique. Si vous avez enlevé toutes les personnes, tous les objets, tous les endroits, vous avez enlevé la Terre, la Lune, les planètes, les étoiles, la lumière des étoiles, les galaxies, vous avez enlevé tout ce qui est matériel, qu'est-ce qu'il vous reste ? Un vide infini de tout ce qui est physique ou matériel. Et ce vide fertile,
Le fait que vous ne voyez pas la moindre chose ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Ce vide fertile est rempli de possibilités, rempli d'expériences inconnues. Du coup, comment passer du connu à l'inconnu? Comment passer du monde matériel au monde immatériel? Comment pouvons-nous passer du monde des sens au monde au-delà des sens? Comment passer du monde prévisible au monde de l'imprévisible? Comment passer de la réalité tridimensionnelle à d'autres dimensions ou à d'autres réalités? Et je voudrais vous parler de la formule qui vous permet d'y arriver. Dans d'autres épisodes, nous avons parlé brièvement du fait de dépasser le soi. Et nous avons dit que la plupart des gens passent la majorité de leur vie à vivre en séparation au lieu de vivre en connexion. Et parce qu'ils se sentent locaux dans l'espace et le temps, en tant que corps, ils utilisent leur corps pour commencer à créer des résultats dans leur vie. Ils passent la majorité de leur vie à développer une identité liée au but de connaître quelqu'un, de vivre quelque part, de posséder quelque chose et de vivre dans certains endroits à certains moments. Et ça devient le soi autobiographique qui est stocké dans le néocortex pensant. Quand une personne passe d'une focalisation étroite à une large focalisation et qu'elle retire son attention de tout ce qui est matériel et qu'elle commence à ouvrir sa conscience, non pas pour s'en faire, mais en élargissant sa concentration et en s'accordant avec l'énergie ou l'information ou avec tout ce qui n'est pas matériel, le fait d'ouvrir leur conscience permet aux gens de commencer à changer leurs ondes cérébrales. Sachez donc que si vous faites ça correctement, lorsque vous ralentissez vos ondes cérébrales, vous commencez à dépasser l'esprit analytique. Et si vous ne pensiez à personne, si vous ne ressentiez pas la douleur dans votre corps, si vous ne songiez pas à vérifier, si vous ne pensiez pas à où vous devez aller, où vous êtes assis ou combien de temps vous avez, vous commenceriez à ne plus activer les circuits de pensée autobiographiques de votre cerveau qui sont reliés à tout ce qui est connu dans votre vie. Lorsque vous commencez à supprimer cette partie de votre cerveau, le siège de votre identité, votre personnalité, et que vous ralentissez vos ondes cérébrales et commencez à vous brancher à l'énergie, la signature de ce champ unificateur est l'unicité ou l'intégralité ou des niveaux d'ordre ou de connexion plus élevés. Quand vous commencez à en prendre conscience et à y prêter attention, quand vous commencez à ressentir l'immensité de ce vide et que vous commencez à ne vous concentrer sur rien d'autre que l'énergie, si vous pouvez commencer à garder votre attention dessus, ça commencera à créer plus d'ordre ou plus de cohérence dans votre cerveau. Donc non seulement vous changez vos ondes cérébrales, mais lorsque vous apprenez à créer plus d'ordre et plus de cohérence, car l'attention du cerveau est sur quelque chose de très ordonné, nous pourrions dire qu'au moment où vous retirez votre attention de votre corps, vous passez d'être un quelqu'un à être un personne.